C'est un grand honneur pour nous et un souvenir ému de venir aujourd'hui avec vous rendre hommage à ceux qui ont donné leur vie pour que cette ville d'Alsace redevienne française. Et ça fait plaisir de voir maintenant cette ville libre grâce à nous et de vous voir si nombreux venir autour de nous, qui prouve que vous n'avez pas oublié leur sacrifice. Et je vous remercie en leur nom de venir honorer leur mémoire. Et je dis, vive la 2e DB et vive la France. Depuis le 7 janvier 1945, les troupes allemandes se trouvaient à nouveau aux portes d'Erstein. En cette journée du 17 janvier, l'équipe de permanence se trouvait dans l'actuel poste de police. Après un tir de réglage de 2 obus dans le centre de la ville, l'adjudant Wiedenkeller est sorti pour ouvrir les portes du dépôt d'incendie. Un 3e obus, fusant celui-là, a explosé juste au-dessus de la cour. Quelques instants après la déflagration, le sergent Fischer appela au secours. Nous nous sommes précipités dehors et nous avons vu l'adjudant Wiedenkeller gisant à terre. Il gémissait et paraissait grièvement blessé dans le dos. J'ai couru jusqu'à la ferme Ringeisen dans laquelle se trouvait la permanence ambulancière du 7e régiment des tirailleurs algériens. Un brancardier est venu immédiatement. Avec le secouriste Charles Bonnert, ils ont prodigué les premiers soins. L'ambulance militaire le prit en charge pour l'emmener à l'hôpital d'Obernai, celui d'Erstein étant entièrement hors fonction. Malheureusement, l'adjudant Wiedenkeller est décédé des suites de ses blessures avant son arrivée à l'hôpital. François Clade était quartier-maître fusilier-tireur sur le tank destroyer le Foch du 2e escadron de régiment blindé de fusiliers marins de la 2e DB du général Leclerc. Il a fait partie des premiers soldats à entrer dans Erstein. Nous l'avons rencontré à son domicile de Kinsheim. François Clade se souvient. Alors nous sommes le 26 novembre 1944.
le détachement du capitaine Da, venant de Strasbourg, est chargé de reconnaître le carrefour d'Erstein. C'est un carrefour très important, nord-sud, vers Sélestat, vers Obernai et vers le Rhin. Nous arrivons à Hildesheim dans la matinée. 2 ponts sur l'Andelot sont démolis, donc le génie doit les réparer. Dans l'après-midi, la chose est faite et le gros du détachement arrive à franchir les ponts et le village pour se rendre sur la RN 83. D'où ils se dirigent vers le carrefour d'Erstein. Ils arrivent vers le soir et s'installent en point d'appui tout autour du carrefour. Vers 21h, une première contre-attaque des Allemands a lieu avec environ une compagnie d'infanterie et un automoteur. Celle-ci est repoussée par les défenseurs du point d'appui. Le calme revient. Vers 23h30, une deuxième contre-attaque plus étoffée a lieu et un coup malheureux fait qu'un des half-tracks prend feu, illumine tout le carrefour et facilite ainsi l'attaque de l'ennemi qui, par de nombreux tirs de Panzerfaust, allume le tank destroyer qui est accolé contre le restaurant de la gare, qui a le canon coupé et prend feu, transmet l'incendie au restaurant qui commence à brûler également. Dans cette situation qui devient intenable pour les défenseurs, cernés par l'infanterie allemande et sous le tir des 2 canons d'assaut, la seule issue, avant qu'il ne soit trop tard, c'est de se retirer et d'essayer de rejoindre la base de départ qui est à Hildesheim, où ils arrivent après minuit par le passage à niveau de Limmersheim. Madame Wilm et sa sœur, Madame Hérold, se remémorent elles aussi cette nuit du 26 novembre 1944. On savait que la guerre approchait, que les Français allaient revenir. On n'avait plus le courage de rester à la maison. Donc nous sommes allés chez des voisins, monsieur et madame Sonntag, qui avaient une cave avec 2 sorties. Et on était bien là, tout d'un coup la nuit, on frappe à la porte, on ouvre bien sûr, ce sont des soldats français. Alors vous parlez d'une joie pour nous, on les a bien accueillis et on a trinqué. Monsieur Sonntag a cherché ses meilleures bouteilles et il a versé à boire et puis on a... Bon, alors ils nous ont dit, ils sont venus pour chercher Madame Berel, la femme du restaurateur, parce qu'elle était avec nous dans la cave. Mais cette dame avait la frousse, elle ne voulait pas partir, elle avait peur et elle ne parlait pas bien français. Alors nous, 3 jeunes femmes, on s'est portées volontaires. Et ensuite, donc, vous les avez accompagnés au restaurant Landmann. Au restaurant Landmann. Il y avait une tapée de soldats. Le restaurant était plein. Et puis nous, on a fait le service. On en était même toutes fières. On leur a chauffé du café. On leur a chauffé leur boîte de conserve. Et se mangeaient et bu là-bas. Ouais. Alors tout à coup, la porte s'ouvre, il y a un militaire qui rentre et dit immédiatement les Allemands reviennent. Partez, vous les civils, et chaque soldat à son poste. Et vous partez. Or le vieux monsieur a dit non, moi je ne pars pas, je reste dans ma maison. Il n'y a pas moyen de le faire partir. Mais nous par contre, on a filé en 4e vitesse. Et sous les obus qui passaient par-dessus nos têtes, on suivait le bord de la route et on est rentré dans la cave en bon état, heureusement. On s'est mis à la fenêtre, on a regardé, on a vu le restaurant qui brûlait. Enfin, je ne sais pas comment ça brûlait, comment. Et après... Et M. Vérel a péri dans cet incendie. M. Vérel a péri dans cet incendie, le malheureux, oui. Et après, je ne sais pas, 1 heure, 2 heures après, je ne sais pas combien de temps, on frappe encore à notre porte. Cette fois-ci, ce sont des soldats allemands qui arrivent. Alors, on avait un
peu peur. Alors ils se sont dit, qui était à la gare? Qui était? On a vu sortir trois femmes qui étaient au restaurant, et c'est qui? Alors, on a nié, il n'y avait pas moyen de nier, vous voyez. Alors, M. Sonntag a dit, venez, buvez un coup maintenant. Et puis ils ont bu dans le même verre que les Français. Ils sont vraiment bu, 1, 2, 3, enfin bon, ils sont régalés. Pour étouffer l'affaire. Pour étouffer l'affaire. Et ils se sont dit, bon, on reviendra demain, on verra ça demain. Pour maintenant, pour ce soir, ils en avaient marre, ils sont repartis. Entre parenthèses, je dirais que encore dans la nuit, vers le matin, M. Sonntag, il regardait, il essayait de voir dehors, il voyait, tout d'un coup, il vient, mon Dieu, il y a toute une colonne de poches qui s'avance, les Français ne sont plus là. Qu'est-ce qui va nous arriver? On avait la chair de poule. Et puis le matin, tout de suite, très tôt, un officier allemand, mauvais. Sie haben heute Nacht die Franzosen empfangen. Vous avez accueilli des Français, c'est On ne pouvait pas le nier. Il a dit, mais M. Sonntag, il a dit, mais vous frappez au Louvre. Vous aussi, vous avez frappé au Louvre, je ne sais pas qui est là. Oui, et puis alors il a aussi dit, et puis il a entendu une petite Stimme. une voix d'enfant Qui criait dans la nuit, vive la France, vive la Prusse. Et puis, on a dit, non. On l'a dit, et bien sûr, j'étais là, M. Sonntag, moi je le vois, même encore. Il dit, on va tâcher d'éclaircir ça. Mais de toute manière, on va trouver la vérité. On tirera l'affaire au clair. Et puis, il est parti, quoi. Enfin, et ah oui, il a dit, ils sont tous entendus parce qu'autour de la maison, il y avait des militaires allemands qui surveillaient, ils sont tous entendus. Mais ils veulent savoir, ils veulent savoir plus. Plus de détails, la preuve. Et finalement, avec la libération d'Erstein, cette affaire n'a plus été tirée au clair côté allemand. Exactement. Simultanément à la patrouille du carrefour de la gare d'Erstein, une autre patrouille va occuper le carrefour du cimetière de Nordhaus. Le lendemain matin, cette patrouille reçoit l'ordre d'effectuer un tir à obus explosif sur le château d'eau d'Erstein, ce qui fait arrêter le tir de harcèlement de l'ennemi. Le mardi 28 novembre, dans la matinée, une VL venant d'Erstein est détruite par le tireur du TD. Il s'avère qu'elle est occupée par un fourrier-payeur allemand muni de sa caisse de marque. Dans l'après-midi, les éléments du détachement d'A et du sous-groupement d'Idlo se mettent en place pour l'attaque qui démarre vers 16 heures. Rapidement, l'infanterie, soutenue par les chars, s'empare de la partie nord d'Erstein et fait de nombreux prisonniers. Nous sommes le 29 novembre. Le nettoyage et l'occupation de la ville se poursuivent. Un détachement va occuper la sucrerie pendant qu'une patrouille part en direction de Kraft pour assurer la jonction avec les sous-groupements qui viennent de Plopsheim. Parallèlement à l'attaque du détachement d'A sur Erstein, le sous-groupement d'Idlo, dans l'axe de la 83 partant de Limosheim, prend le carrefour de la gare d'Erstein, attaque Schäfersheim, qui est pris après de durs combats, file ensuite vers Bolsenheim, qui est pris, nettoie Utenheim, coupe la 83 et prend Osthaus, coupant ainsi les arrières des Allemands qui se battent à Erstein. La ville d'Erstein est définitivement libérée le 30 novembre. La population peut enfin respirer, sortir des abris
et des caves, malgré quelques tirs sporadiques, et des tirs, des bombardements plus importants, courant janvier 1945. Si le couvre-feu est toujours de rigueur en ce 24 décembre 1944, les Ersteinois se préparent à célébrer le premier Noël de leur liberté retrouvée. En cette nuit de Noël 1994, nous ne sommes pas sans nous souvenir de ces Noëls qui ont jalonné notre enfance et notre vie d'adulte. Nous voulons particulièrement évoquer ce soir la première messe de minuit de la France libérée, un événement marquant dans les annales de notre cité et de notre pays. Cependant, nous savons que la fraternité reste difficile, que le monde, selon le cœur de Dieu, est toujours à faire naître, que la paix est fragile en bien des endroits du monde et que la libération continue. Moment fort et unique de l'histoire de France, de l'histoire de notre ville, la première messe de minuit de la France libérée s'est déroulée, non pas à Notre-Dame de Paris, non pas à la cathédrale de Strasbourg, mais ici, dans notre église paroissiale Saint-Martin. Quel honneur et quelle fierté de pouvoir rappeler aux jeunes générations que deux hommes de la stature de Gaulle et du général Leclerc se soient recueillis ici, il y a exactement 50 ans, entourés de la chaleur et de la ferveur des Ersteinois. Quel beau symbole de ce Noël de lumière et d'espoir après les ténèbres de la guerre, de l'annexion de l'Alsace et de l'intolérance. Il se passe des choses depuis toute la journée. Mais quoi ? Les pompiers de Strasbourg sont affairés à tendre sur l'église des couvertures pour qu'aucune lumière ne traverse la nuit sainte, contrairement au caractère de cette fête. Mais pourquoi ? En ce 24 décembre 1944, Benoît Forwald avait 10 ans. Il s'apprêtait à vivre un événement historique, en ce sens qu'il allait être le servant de messe de la première messe de minuit de la France libérée. Nous faisons appel à ses souvenirs. Je précise, j'étais un des servants de messe. On était une vingtaine. Et puis, pour cette fameuse messe, il fallait qu'on soit là à 16h. Et pour rentrer dans les sacristies, on a été fouillés. Donc, on s'attendait à quelque chose, à un grand événement, mais on ne savait encore pas exactement ce qui allait se passer. Et puis, on a été fouillés, comme je l'avais dit. Et puis après, on nous a disposés dans les chœurs. Moi, personnellement, j'étais flambeau. D'autres étaient des servants de messe à l'hôtel. Et puis, dans le chœur, il y avait des bancs. Et puis, il y avait 2 prie-dieux. Et puis, on s'attendait éventuellement que le général Leclerc, qui a libéré Hirstein, devait venir. Mais il y avait un deuxième prie-dieu dont on ne savait pas à quoi il devait servir. Et quelle était l'ambiance qui prévalait en ville et également dans l'église avant la messe elle-même? L'ambiance était pleine de mystères et l'ambiance était grave parce qu'il y avait tout de même, mais c'était tout de même après la libération, premièrement. Après, il y avait le blackout, le couvre-feu qui existait toujours. Et puis, mais on savait qu'il y avait quelque chose qui devait se passer, mais on ne savait pas exactement quoi, mais on était fixé par la suite, comme je l'avais déjà dit tout à l'heure. Et voici que s'avance, mais je vois bien, De Gaulle, l'homme de légende, si grand, si sûr. Et appelant de ce grand chef, je suis à 1,50 m, puisqu'arrivé à la dernière minute, impressionné par la taille, par la grandeur morale de cet homme surhumain.
Les deux généraux ont pénétré dans l'église par la porte arrière. Par la grande porte, oui. Ce qui nous avait frappé, il y avait le général Leclerc et puis à côté, il y avait le général de Gaulle. Et puis ça, on n'attendait certainement pas le général de Gaulle. Et puis, vu sa taille, il était énorme. Nous, on était des enfants et on n'était pas habitués à voir un si grand militaire. Et ce qui nous a frappé, c'était vraiment sa taille, la solennité avec laquelle les deux sont venus au chœur, ils se sont installés ici même dans le chœur. Oui, sur des prie-dieux, et chacun avait son prie-dieu. Et puis derrière les prie-dieux, avec les généraux, il y avait d'autres bancs avec des chaises pour les états-majors respectifs. Au moment de la communion, issus de l'entourage direct des deux chefs, surgissent les gardes du corps, discrets encore qu'efficaces. Il y avait des sentinelles en armes dans tous les coins et recoins de l'église. L'église était truffée de sentinelles en armes. Et ce qui nous a frappé, je reviens encore en tant qu'enfant de cœur, c'était, vous aviez le banc de communion avec une petite porte au milieu. Et puis les gens venaient communier. Et puis il y avait des sentinelles en armes qui ont accompagné le prêtre qui distribuait la communion. C'était très, 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 très impressionnant. Très impressionnant. Et si je me souviens bien, je crois qu'à la fin de la messe, il y avait M. Herzog, qui était l'organiste attitré de l'église, qui a entamé un Te Deum qui donnait encore plus de solennité à toute cette cérémonie. Le 7 janvier 1945, le pont du canal de décharge de Lille à Kraft fut le dernier rempart à la contre-offensive allemande chargée de reprendre Strasbourg. Bien après la guerre, Hubert Villers a retranscrit ses souvenirs sur son cahier d'écolier. Sa maman Aurélie se remémore les premiers jours de ce mois de janvier 1945. Le 23 novembre, quand on a pris Strasbourg, il y a des coups d'artillerie qui sont venus là jusque dans le canal. Et puis on a quitté notre maison pour aller à la ferme des parents Zener. Et là on est resté quelques jours. Après on est revenu dans le bunker au-dessus de Kraft. Et de là on est rentré pour fêter Noël à la maison, malgré qu'on n'avait plus une fenêtre et plus une porte. Le 5 janvier, un officier disait à mon mari qu'à sa place, il partirait avec sa famille, comme on avait 4 petits-enfants, parce que des troupes allemandes, ils ont vu la veille avant, 7 qui sont venus jusqu'au coin de notre maison. Et nous sommes partis alors le samedi matin chez mes parents. Le 7 janvier, le matin, on voyait tous les militaires qui étaient très nerveux, qui couraient partout. Et vers 11 heures, il y avait des habitants de Gerstheim qui venaient en bicyclette avec des rucksacks. Mon père et mon mari sont allés dans la rue pour les demander. Et ils nous ont dit que les Allemands viennent derrière eux, qu'il faut partir. Alors mon père et mon mari ont aussi pris les bicyclettes, ils sont partis. Et nous nous sommes réfugiés dans une cave. Là, on était au moins une dizaine dans cette cave. On avait très froid, pas assez à manger. Et surtout, on a entendu les coups de canon et de fusils, jour et nuit. Parce que le front se passait là au canal de décharge de Lille, de tous les deux côtés. D'un côté les Allemands, de l'autre côté les Français. Et ça se passait une vingtaine de jours. Et un jour, on est venu nous dire qu'on évacuait tout le nord de Kraft. Alors tout le monde est allé à Erstein. Et pour passer le pont du canal, on a dû attendre, chaque fois quelques-uns pouvaient passer, on a dû attendre entre 2 coups de canon. Parce qu'ils tiraient chaque fois sur le pont, quand quelqu'un passait. Et là, on est allé jusqu'à Erstein, au restaurant Ostertag, où on était très bien reçus. Et ensuite, nous sommes partis à Steyr, chez le patron de chasse à mon mari, où on était aussi très bien reçus.
En définitive, l'armistice du 8 mai 1945 marquera la fin de plusieurs années de souffrance pour notre cité et toute une région annexée. 50 ans déjà, et pourtant, que de souvenirs encore vivants.